Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la plateforme du Wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être de la famille, de la cellule familiale. Et je suis très heureuse ce soir de recevoir Eden Atlan. Bonsoir Eden. Bonsoir. Alors Eden, tu es psychologue clinicienne. Tu Tout es à fait. spécialisée dans la psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que de la parentalité. Exactement. Et ce soir, tu vas nous parler comment répondre aux besoins affectifs de nos enfants. Tout à fait, c'est ça. Je voulais vraiment te remercier, Eden, pour toute ta réactivité au projet, ton professionnalisme et ta générosité de nous offrir des outils ce soir. Merci beaucoup, Eden. Merci à toi de me recevoir et que je puisse m'exprimer sur ce sujet qui est très important. Et donc voilà, je vais parler tout de suite. Magnifique. Merci, Eden. Super. Donc à nouveau, je me présente. Donc, je suis Eden Atlan, psychologue clinicienne, diplômée d'un master sciences humaines et sociales, spécialisée en clinique et développement de l'enfant, de l'adolescent, de la parentalité, diplômée à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Actuellement, je travaille dans un cabinet médical avec plusieurs praticiens. Il s'y trouve des orthophonistes, des psychomotriciennes, etc. Donc, ça conjugue un petit peu avec mon métier. Elles accueillent également des enfants avec différentes difficultés au niveau moteur, langage. Voilà. Donc, mon cabinet il se situe à Saint-Mandé. Ce que je disais, c'est que j'accompagne des enfants, des familles, également des adultes dans un espace sain et de confiance afin de mettre vraiment en œuvre tous les phénomènes inconscients du fonctionnement psychique du patient lors de notre rencontre. Donc, Wellness m'a gentiment contactée pour faire cette conférence et j'ai vraiment voulu parler de ça, de ces besoins-là qui sont pour moi primordiaux pour le bon développement de l'enfant. C'est aussi un sujet que j'ai pu voir lors de mes consultations avec les patients. Et c'est souvent aussi ce que je peux mettre en image sur mon compte Instagram professionnel avec différents schémas explicatifs sur la relation mère-enfant, sur le développement de l'enfant, de l'adolescent, etc. Donc, si vous voulez, je peux vous écrire mon compte et vous pourrez du coup les regarder. Voilà. Alors, on va commencer sur le thème précis que je vais parler. Donc, répondre aux besoins affectifs chez l'enfant. On va d'abord parler des besoins affectifs chez l'humain, parce qu'il faut commencer par le commencement, on va dire. Alors, je vais vous montrer un petit schéma. Donc ça, c'est la pyramide des besoins. Voilà. Donc tous ces besoins-là, ils sont nécessaires pour notre bon développement. Donc il y a le premier besoin, c'est le besoin physiologique. Donc le besoin physiologique, c'est tout ce qui est en lien avec la faim, la soif, la survie, le repos, l'habitat. Voilà, c'est tout ce que, évidemment, la mère doit donner à l'enfant pour qu'il survive, pour qu'il se développe bien, pour qu'il soit en sécurité, pour qu'il soit aimé et pour qu'il se sente bien, pour pouvoir se développer dans la meilleure des façons. Il y a également dans le deuxième point de la pyramide, c'est le besoin de sécurité. Donc, le besoin de sécurité, c'est qu'un enfant, il a besoin justement de se sentir en sécurité. Il a toujours besoin que sa mère ait un petit œil sur lui au fond du parc ou dans la sortie d'école, qui se sent toujours rassuré et qui, justement, grâce à ça, pourra faire confiance et avoir confiance en lui-même. Il y a également le besoin d'appartenance. Donc, le besoin d'appartenance, c'est l'envie et la possession de vouloir être aimé, d'être écouté, d'être compris, d'être estimé par les autres et faire surtout partie d'un groupe, se sentir inclus, comme on pouvait en parler tout à l'heure, la consultation, l'interview. C'est vraiment se sentir faire partie d'un groupe, être solidaire, être en lien avec des personnes qui justement soient aussi bons pour nous et bons pour notre développement. Il y a quatrièmement le besoin d'estime. Donc justement, c'est en lien, c'est le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur pour l'autre, de justement avoir sa propre identité. Et enfin, le cinquième besoin primordial, c'est le besoin de s'accomplir. Donc de développer ses connaissances,
de développer toutes ces connaissances justement du monde, de la vie en général, et de montrer toutes nos valeurs, tout ce qu'on a pu nous inculquer durant toutes ces années de vie. Voilà. Donc l'enfant, il a besoin de se nourrir de tout ça, et dès qu'il naît, c'est la première chose à faire, c'est justement lui donner ce besoin-là physiologique à travers les soins psychiques, les soins physiques, et on en reparlera plus tard. Je vais prendre un petit exemple que j'ai pu voir à l'université. On va parler de Victor de l'Aveyron. Donc, en fait, c'est un enfant dans les années 1797 qui a été abandonné par sa mère. Et justement, il a été laissé dans la nature. Et pendant des années, en fait, l'enfant n'a pas reçu tous ses besoins-là physiologiques et est devenu clairement un animal. Il marchait à quatre pattes, il faisait les cris d'animaux, parce que justement, il n'a pas été bercé, il n'a pas été aimé. Donc, en fait, il s'est comporté vraiment comme un animal alors que c'était un être humain. Et on l'a retrouvé quelques années après. Et là, il a pu justement se développer comme un être humain. Mais c'est tout ça pour dire que un enfant, si il n'a pas tous ces soins-là physiques et psychiques, il peut se transformer en un animal. Voilà. Donc, ces 5 besoins sont vraiment primordiaux pour que l'enfant il grandisse de la meilleure des façons. Ces besoins-là, justement, ils sont efficaces que par les parents. Parce que les parents, c'est donc son premier objet d'amour. C'est à lui qui s'identifie. C'est à lui il devient l'être qu'il est grâce à son éducation, grâce à l'amour qu'on lui donne. Et justement, c'est eux qui l'ont mis au monde. Donc, c'est les premières personnes à qui il prend exemple. Donc, pour parler des parents, on va parler de la parentalité. Donc, la parentalité, c'est quoi? Donc, la parentalité, ça passe par le désir d'abord d'avoir un enfant. Avant toute la conception, etc., il y a vraiment ce désir-là de vouloir cet enfant parce qu'on sait que quelques mois plus tard, on va pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Donc, pour chaque sujet, ce souhait d'enfant, il s'intègre vraiment dans un plan de vie qui est conforme aux idéaux sociaux et familiaux. Donc, ce désir, il paraît être la traduction naturelle du désir sexuel dans la perspective d'assurer la perception de l'espèce. Le sujet, il va vraiment lui ressembler. Il va tout le temps lui, il ressemble plus à sa mère, lui, il ressemble plus à son père. Donc, tout ça, c'est vraiment une appréhension, en fait, de sa venue. Et il ne faut justement pas à l'arrivée être déçu, parce que parfois, il ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, mais après, ça s'améliore et justement, l'enfant s'identifie, etc. Et de là, le parent va fonder, la mère et le père vont fonder une famille. Donc, ça s'appelle la triade familiale et qui va être analogue ou contraire à la famille qu'il a eue. Voilà. Donc, avant toute réalisation, comme on disait, l'enfant, il est vraiment imaginaire. Il est celui que chaque femme, même la plus sincère dans son refus de maternité, vient un jour à désirer. Donc, chaque femme vient un jour à désirer un enfant. Après, voilà, il y a plusieurs cas où il y a certaines femmes qui ne veulent pas. Mais on a toute cette fonction maternelle-là en nous, on a tous cet instinct maternel-là en nous. Et un jour ou l'autre, on vient à désirer. Donc, Bildowski, c'est une psychiatre et psychanalyse qui parle dans son livre Itinéraire psychanalytique de la maternité. Elle parle de dette de vie. Donc, cette dette de vie, elle rencontre des motivations conscientes, donc qui poussent un homme à une femme à devenir parent. Elle cite: en matière de filiation humaine, une dette de vie inconsciente enchaîne les sujets à leurs parents, à leur ascendant. Pour les futurs pères et mères, la reconnaissance de ce désir de gratitude, de cette dette d'existence, est le pivot d'altitude à transmettre la vie. Elle souligne qu'aux origines du désir originaire, le mécanisme d'identification à une représentation maternelle originaire est très présente. Autrement dit, c'est une nécessité inconsciente à se reconnaître, identique à la mère qu'elle a eue. Donc l'adolescence féminine s'achève même après la première naissance tardive. Tant qu'une femme n'a pas eu d'enfant, elle reste l'enfant de sa mère. On peut voir aussi que dans le contexte oedipien, on est parent tout petit. Vous voyez, dans certains jeux, l'enfant, il joue au docteur, il joue aussi au papa et à la maman,
Voilà, il a un petit bébé, il adore son petit bébé, il adore jouer ce rôle-là. Donc, vraiment tout petit, on est déjà des parents. Donc, devenir parent, c'est vraiment un remaniement identitaire. Lorsqu'on devient parent, on est soumis à d'importants mouvements psychiques. Donc, c'est un véritable remaniement qui peut être parfois déstabilisant parce qu'on ne sait pas comment faire. On se dit, est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis un bon père? On se pose plein de questions, mais au final, on y arrive, on éduque super nos enfants. Et ça, c'est grâce à Dieu, c'est ce qui a, voilà, c'est ça la finalité, et que nos enfants, ils soient bien éduqués et ils soient heureux. Donc, toute naissance est une surprise pour la mère et le père. On a bien sûr envie, mais on ne sait jamais quand ça peut tomber. Donc, c'est vraiment une sacrée aventure. Donc, dès la grossesse et dès les premières interactions, ils doivent apprendre à se connaître, à s'ajuster et à s'adopter mutuellement. Mais ça se fait de façon plutôt naturelle, dans le désir de la découverte. Donc, ce processus, il peut se révéler plus compliqué dans les situations à risque psychologique. Alors, pardon. Alors, quand des mères, par exemple, elles peuvent faire, par exemple, des burn-out, des dépressions postpartum, etc. Ça peut être vraiment, vraiment compliqué pour une mère de pouvoir se comporter comme une mère et adopter tous les soins nécessaires à l'enfant. L'enfant, il peut également aussi être prématuré. Donc ça aussi, ça arrive parfois que la rencontre ne soit pas forcément facile pour l'un des deux parents. Et ça peut aussi ramener à une histoire qui est personnelle et qui ramène à certains traumatismes. Mais le rôle de parent, vraiment, il est vraiment fondamental. Donc, c'est eux, donc, comme je disais tout à l'heure, qui vont donner vraiment les soins psychiques et physiques. Et ça va laisser à aucune carence affective qui pourrait compromettre le bon développement de l'enfant. Donc, il y a un psychanalyste britannique, Winnicott, qui est très, très connu dans la relation mère-enfant, qui parle et qui met en avant les soins maternels, où la mère, justement, elle a une existence réelle. Elle a alors l'objet qui est introjecté comme un bon objet dans la préoccupation maternelle primaire. Il va vraiment accorder de l'importance au rôle maternel dans le processus de subjectivation du bébé à travers tous les soins, qui est donc une clé pour le bon développement de l'enfant. Donc, on va parler de 3 soins maternels. Donc, on va parler du holding. Donc, c'est une contenance psychique. La mère donc accueille toutes les sensations agréables du bébé et elle les contient pour qu'ils soient beaucoup moins angoissants pour le bébé. Donc, après, il y a le handling. Donc, c'est des mots britanniques. Donc, le handling, justement, c'est ce qui permet au bébé de constituer une enveloppe, on va dire une seconde peau, et ça va justement constituer le moi. Donc, la notion du moi peau doit d'ailleurs beaucoup aux théories de Winnicott. Et aussi, le handling, il renvoie beaucoup tout ce qui est les tâches du quotidien, les soins quotidiens, on va dire, le fait de laver le bébé, de le changer, de l'habiller, etc. Tout ça, c'est hyper important du coup pour son bon développement. Et enfin, il y a l'object presenting. Donc, l'object presenting, c'est le fait de présenter, on va dire, le monde à l'enfant. La mère donc présente le monde à l'enfant et c'est là où elle va lui montrer tout ce qui est bon, tout ce qui est pas bon, elle va lui montrer tel objet et ça donc voilà, c'est ce qui est le plus important pour l'enfant. On reproche aussi à Winnicott d'avoir mis un peu trop l'accent sur le lien mère-enfant et a souvent oublié le rôle du père dans l'ouverture du monde. On parle souvent de relations et de fonctions tiers, on va dire, pour le père ou pour le substitut maternel. Le père, évidemment, a une grande fonction pour l'enfant. C'est lui qui va aussi l'ouvrir et lui donner des connaissances du monde qui sont très importantes, et c'est lui aussi qui va lui donner de l'amour. Mais c'est vrai que, évidemment, la mère a porté l'enfant et a un lien très, très particulier. On peut aussi parler de théorie de l'attachement.
que le psychiatre et psychanalyste britannique Bowlby exprime dans sa théorie de l'attachement. Le besoin d'attachement à la mère, donc, est primaire et inné, c'est une condition indispensable pour un développement harmonieux. Également, Tronick, donc psychologue du développement et professeur d'université émérité, est surtout connu pour ses recherches expérimentales auprès des bébés. Alors, il y a eu l'expérience de still face, c'est un mot en anglais, qui met en relation et en évidence le rôle actif dans l'interaction mère-enfant. Par exemple, si la mère elle a un visage animique face à l'enfant, l'enfant il va tout de suite se sentir désorganisé et c'est ça qui pourra altérer l'attachement. En fait, l'enfant il sera vraiment sensible à l'état émotionnel de la mère. Et on peut aussi parler de bébé météo. Donc, par exemple, quand il y a une mère qui n'est pas forcément au top de sa forme durant la journée, le bébé il sentira ça. Il sentira sa colère, il sentira sa tristesse et en fait, il sentira toutes ses humeurs. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention lorsqu'il y a des petits problèmes au niveau du couple ou autre, parce que ça peut mettre un peu en péril l'humeur du bébé et son développement. Voilà. Donc, si la mère n'aura pas une bonne relation avec son enfant, l'enfant il pourra très très vite se sentir désorganisé et aura évidemment une carence affective. Voilà. Alors, on continue sur la théorie de l'attachement. Donc, il faut savoir aussi qu'une mère n'est pas parfaite. D'accord? Une mère, elle doit être suffisamment bonne. Alors, je vais vous donner un petit livre que vous pourrez lire si vous le voulez. Donc, c'est la mère suffisamment bonne. Donc ça, si vous voulez, voilà, vous pouvez le prendre en photo. Donc, c'est un livre super sur le développement et le lien de la mère avec son enfant. Donc, dans ce livre, il exprime vraiment qu'une mère n'est pas parfaite. Une mère, comme son titre l'indique, est suffisamment bonne. Donc, elle sait transformer l'agressivité de son enfant, elle tient le choc, mais aussi elle peut avoir des moments de doute. Une mère, elle peut avoir des moments de désespoir. Elle peut douter de ses qualités de mère, mais ça ne veut pas dire que ça sera une mauvaise mère et ce n'est pas pour ça qu'une mère doit se sentir dévalorisée ou autre. Voilà, une mère, elle peut être suffisamment bonne, mais elle peut être aussi suffisamment mauvaise. Et voilà, c'est pas pour ça qu'un enfant dira pas une bonne mère ou autre. Une mère doit aussi faire attention à sa vie amoureuse. Elle ne doit pas oublier d'investir sa vie professionnelle et sa vie amoureuse. Voilà. J'ai mis en place différentes questions sur tout ce qui est en lien avec tout ce qu'on a pu parler. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais vous pouvez. Pour la fin, Eden. D'accord. Ok, aucun problème. Donc, j'ai mis en place du coup des petites questions-réponses par rapport à. J'avais fait un petit quiz sur mon compte Instagram professionnel et il y a plusieurs justement questions qui sont revenues et que j'ai voulu justement y répondre. Super. Alors, du coup, il y a différentes personnes qui m'ont parlé de l'angoisse de séparation. Donc, justement, ça, c'est en lien avec le thème dont j'ai choisi. Donc, les besoins affectifs de l'enfant sont palliés grâce à la mère. Et malheureusement, ça forme aussi des angoisses de séparation. Pourquoi? Parce que quand un enfant aussi est trop lié à sa mère, parfois quand sa mère le dépose à l'école, ça se passe pas forcément bien. Comment y pallier? Donc, comment laisser son enfant seul à l'école et faire face à cette séparation? Moi, je ne suis pas encore maman, donc je n'ai pas encore pu verser ma petite larme, mais je suis sûre que quand je serai maman et que je déposerai mon enfant à l'école, ça pourra me faire quelque chose et c'est normal. Donc, c'est à vous justement de rassurer vos enfants avec des mots simples, en décrivant comment les choses vont se passer,
en l'aidant à s'adapter justement à cet nouvel espace. En ce moment, j'entends beaucoup de l'adaptation des mamans. Donc, quand une maman elle va toute la journée à l'école pour justement voir comment l'enfant se situe dans son espace, comment l'enfant arrive à apprivoiser les choses, comment l'enfant justement il s'adapte avec les autres enfants. Et ça, c'est important, voilà, de un peu checker un peu tout ça pour voir un peu sa routine et le mettre en sécurité. Donc, il faut aussi lui expliquer justement que rien ne changera, que vous allez toujours continuer à prendre soin de lui, que justement vous aussi, vous avez quelque chose à faire. Et justement, voilà, vraiment lui maintenir le fait que vous allez revenir le chercher et lui se faire confiance. Par contre, si cette séparation-là n'arrive pas forcément à se faire, l'enfant, il peut devenir colérique, il peut régresser, il peut par exemple, d'un coup, il est propre à l'école, d'un coup, quand il est face à cette angoisse-là, il pourra faire pipi sur lui ou autre. Voilà, il pourra régresser, mais ça, justement, c'est à vous de contrôler, d'essayer de faire en sorte qu'il exprime ses émotions et de prendre soin de lui et faire attention à tout ça. Le but, c'est que ça ne devienne pas pathologique, justement, loin de là, c'est que vraiment ça devienne voilà, des angoisses d'enfant, mais que ça ne devienne pas vraiment trop pathologique. Voilà. Après, moi, durant mes consultations au cabinet, j'ai pu trouver quelques techniques pour pallier à cette angoisse de séparation, parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui sont venues me voir en me disant « j'arrive pas à me séparer de mon enfant quand il va à l'école » ou « lui n'arrive pas à se séparer de moi ». Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je prends un stylo et je lui dis « est-ce que là, tu vois le stylo ?» Donc, l'enfant me répond « oui ». Donc, je le cache derrière mon dos et je lui demande « est-ce que là, tu le vois ?» Donc, il me dit « non ». Et je lui ai dit « est-ce qu'il existe encore le stylo où il s'est évaporé, ou il est dans les airs, ou il est dans le ciel ?» Il me dit « non ». Je lui dis « il est où ?» Il me dit « il est derrière ton dos ». Donc, je lui dis « ramène-le, le stylo. Dans quelle main il est et où il est ?» Il me dit « dans le dos ». Donc là, je le ramène et je lui montre que c'est une maman, ou un papa, c'est exactement pareil. Même si le stylo n'est plus visible, vous ne pouvez plus le voir, tu ne peux plus le voir, le stylo, il existera toujours et il reviendra toujours. Voilà. Il ne s'est pas envolé, il existe, il est vivant, d'accord? Il est dur, un stylo. Une maman, c'est pareil, elle est faite en chair et en os. Et même si l'enfant ne voit plus sa mère durant la journée, elle existe et elle reviendra. Voilà. Donc ça, c'est une petite technique que j'ai pu mettre en place. Et ça, normalement, ça doit s'acquérir à 18 mois. À 18 mois, ça s'appelle la permanence de l'objet. Quand l'enfant il arrive à retrouver l'objet et qui sait qu'il existe encore, même s'il ne le perçoit plus. Bon, à 18 mois, c'est vrai que c'est tôt, mais il y a des enfants encore à 4-5 ans, ils peuvent encore avoir ce manque et se dire, bon, ma mère, peut-être qu'elle ne va plus revenir. Donc, ce stylo-là, vous pouvez donner l'exemple à vos enfants. Ce stylo, il est là, vous le voyez, il existe, même si je le cache, il est là, il ne s'est pas évaporé et il reviendra toujours. Voilà. On peut aussi parler, il y a beaucoup de questions du coup, qui sont venues sur l'harcèlement scolaire. Comment redonner confiance à son enfant lorsque ses copains ils se moquent de lui? Alors, le rôle des parents, justement, c'est justement eux qui doivent pallier à ça. C'est vraiment montrer à l'enfant que c'est une bonne personne et lui donner l'estime de soi et la confiance en soi. Le parent devra toujours encourager l'enfant, le valoriser, lui donner une bonne image de lui-même, le regarder face à un miroir et lui dire « regarde la bonne personne que tu es une bonne personne, tu as des bonnes valeurs, tu es intelligent, tu as plein de qualités et personne ne pourra te marcher dessus. » Parce que justement, lui, à l'inverse, à l'école, ils lui diront tout le contraire. Ils le dévaloriseront, ils l'humilieront. Et justement, c'est aux parents de donner cette confiance-là et de jamais oublier que c'est une bonne personne. Et justement, c'est très important
de tous les jours, demander à son enfant comment s'est passée la journée. Je ne pense pas qu'il vous dira tout s'il subit du harcèlement, parce que, quoi que vous pensez, un enfant protège aussi son parent. Un enfant a peur pour son parent. Un enfant ne dira pas tout à son parent parce qu'il aura peur que son parent soit triste, que son parent s'angoisse, que son parent ait plusieurs perturbations alors qu'il en a encore dans sa vie professionnelle ou autre. Donc, l'enfant protégera son parent. Donc, justement, c'est à vous de créer ce lien de confiance pour que l'enfant puisse tout vous dire. Tout vous dire. Parce que c'est très, très, très important que cette relation se fasse. Donc, on parlait tout à l'heure du lien de confiance. Justement, ça se crée dès les premiers soins, mais ça se crée aussi durant tout le développement, durant l'adolescence, etc. Il faut savoir qu'un enfant, en bas âge surtout, ne voit pas la différence entre le bien et le mal. Il ne se dit pas que s'il fait du mal, bah, chez lui, l'enfant va rentrer et va pleurer. En fait, il aura totalement oublié le mal qu'il aura fait. Du coup, il ne faut pas oublier ça parce que on se dit oui, un enfant, il fait du mal, etc. Mais il ne s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas oublier ce détail-là, c'est qu'un enfant, il ne s'en rend vraiment, vraiment, vraiment pas compte et ne fait vraiment pas cette différence entre le bien et le mal, ne voit pas le danger, ne voit pas les répercussions futures, justement, ne voit pas les répercussions futures. Il ne sait pas que plus tard, cet enfant devenu adolescent ou adulte aura des séquelles, aura des phobies, aura des troubles, parce qu'il se dit que ce qu'il fait, bah, c'est minime, alors que justement, non. C'est pas minime. Donc, c'est très important de s'inquiéter tous les jours sur le bon déroulé de la journée avec ses camarades. Voilà. Je peux conclure si vous le souhaitez. Après, il y a d'autres questions, mais on pourra en parler dans les questions plus tard. C'est surtout sur mon parcours professionnel, sur mon parcours scolaire, sur les rendez-vous au cabinet. Voilà. Donc, on pourra en reparler. Je conclus du coup. Alors, donc comme on l'a vu durant toute cette conférence, ce sont les parents qui répondent aux besoins affectifs de l'enfant. Si le parent effectue tous les bons soins psychiques et physiques pour l'enfant, l'enfant il assurera un bon développement et il aura un bon avenir psycho-affectif. Donc les points à retenir, c'est quoi? C'est que le parent justement doit apporter toute cette confiance nécessaire à l'enfant, que ce soit dans son corps ou dans son psychisme dès la première année de la vie, grâce à des soins produits. N'oublions pas que le soma et le psychisme sont liés. L'enfant, il doit avoir aussi confiance aux autres, pour avoir confiance aux autres, il doit avoir confiance en lui-même. Voilà, on parle souvent donc, de la théorie de l'attachement, comme on a pu parler tout à l'heure. Un bébé seul, ça n'existe pas. Voilà, c'est la phrase que vous devez retenir de Winnicott. Donc, c'est un psychanalyste. Un bébé seul n'existe pas. Il a besoin de vous. Son développement affectif, il ne peut pas se développer tout seul. L'enfant, il aura besoin de sa mère. Il aura besoin que sa mère le développe de façon harmonieuse. Voilà. Pour moi, c'est bon, c'est fini. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, si vous en avez, bien sûr. Alors, je sais. Est-ce que quelqu'un a une petite question? Ça peut être sur mon parcours, ça peut être sur le thème que j'ai abordé. J'aurais des questions, mais je ne sais pas te dire. Vous pouvez les poser, hein, il n'y a aucun problème.
Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je n'arrive pas à voir dans la discussion s'il y a… Oui, Eden, Oui, alors, tu veux qu'on j'arrive pas à aller sur la… Comment? réactive les micros? Oui, et j'arrive pas à aller sur la discussion. On peut écrire, en fait. Alors, si tu veux, je peux réactiver les micros. Oui, si tu veux. Voilà, là, j'ai réactivé les micros. Est-ce que vous pouvez… Voilà, normalement, j'ai demandé à tout le monde de réactiver le micro. Comment fait-on pour aller sur la discussion? La discussion, il y a un petit carré à côté des participants. Il y a écrit Ouais. discuter normalement. Tu veux envoyer quoi comme message, Eden? Je n'arrive pas. Le nom du livre, mais j'arrive pas à aller sur la discussion. Tu veux discuter quoi? Tu veux que j'écrive à ta place? Oui, oui. Est-ce que tu vois s'il y a eu des questions aussi? Là, je n'ai pas reçu de questions. J'ai demandé à tout le monde de réactiver les micros. D'accord. Donc, c'est la mère suffisamment bonne de Donald Winnicott. Super, Eden. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Alors là, j'ai demandé à tout le monde de réactiver les micros. Après, on peut… Ah voilà, il y a une… Voilà, c'était très intéressant. Merci, pas de questions. Alors, tu nous as parlé vraiment comment le parent devait être présent et être à l'écoute et comment accueillir l'émotion de ses enfants. Exactement. Ah, voilà, discuter. J'ai trouvé la discussion. Oui, et exactement, c'est ça, tout à fait. Alors là, je vois une question. Quand les deux parents sont en désaccord, comment… Comment? Je n'ai pas entendu. Quand les deux parents sont en désaccord, comment faire? Sont en désaccord par rapport à quoi? Sont en désaccord par rapport à vous? J'ai pas plus d'informations, mais tu Moi, peux je vois, continuer. je vois pas les questions, c'est bizarre. C'est pas grave. Dès que je les reçois, je te les dis. D'accord, ok. En désaccord dans l'éducation. Alors, bah après, tout ça, ça dépend parce que je viens de voir là. En fait, ça dépend parce que l'éducation, il est propre, on va dire, à chacun. L'éducation est propre aussi à son histoire. Euh, le mari pourra être éduqué d'une façon où la femme n'a pas été éduquée de la même manière. Donc, justement, il y aura différentes discordes qui vont se faire parce qu'un voudra justement éduquer et sera pas d'accord avec quelque chose que l'autre pourra peut-être être d'accord. Donc après, c'est à eux justement d'avoir une discussion sur justement l'éducation, et il y a des professionnels qui sont adaptés pour ça, et justement on parle de guidance parentale. Donc le psychologue pourra faire une guidance parentale, pourra guider la mère et le père à éduquer son enfant de la meilleure des manières possibles, parce que peut-être que la manière dont ils veulent l'éduquer aussi, c'est pas forcément bon, c'est pas forcément positif.
Et justement, c'est encore plus quand l'enfant le remarque que justement, il se dispute par rapport à ça, ce n'est pas forcément positif et ça donne un peu aux parents un peu pas justement on va dire qu'ils sont pas légitimes, on va dire, d'accorder tel ou tel congrès, tel ou tel désaccord. Donc, c'est à eux justement d'en discuter et de ne pas mêler l'enfant. Oui, l'enfant est mal même car il aime les deux. Ah oui, justement, ça peut justement, comme je disais, créer des désaccords entre les parents et faire que l'enfant, il se trouve un peu au milieu des deux. Il ne sait pas donner l'accord à qui, il ne sait pas dire si il est d'accord avec telle ou telle autre personne pour ne pas vexer. Et ça, justement, c'est aux parents et à l'adulte, de justement pas mêler l'enfant et de s'entretenir vraiment à distance pour que l'éducation de l'enfant soit cohérente, quoi. Oui, exactement. Merci beaucoup, Eden. Merci. Là, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être que tu pourrais nous dire comment accueillir les émotions d'un enfant. Alors, les émotions d'un enfant, il faut savoir que durant une journée d'école, je prends l'école en exemple, un enfant, il se contient. Il se contient beaucoup parce que justement, il n'est pas dans un lieu où il est forcément en confiance, où il se sent forcément en sécurité, où il sait que ses objets d'amour, tels que ses parents, ne sont pas là. Et il se contient, en fait. Il se contient, il se contient, il se contient. Et arrivé à la maison, il envoie tout. Toutes ses émotions sont décuplées parce que durant toute une journée, il les a retenues. Et justement, c'est aux parents d'accueillir cette émotion-là et de ne pas le transformer en un énervement ou autre, parce que cet enfant-là, justement, aura besoin de s'exprimer. S'il ne se serait pas exprimé sur la colère qu'il a pu avoir durant la journée et qu'il ne peut pas s'exprimer à la maison, l'enfant, il sera énormément frustré et il recommencera. Justement, c'est aux parents d'accueillir cette émotion, de le laisser avoir cette émotion, vraiment, de ne pas le gronder dès qu'il fait cette émotion, et de lui en parler avec des mots qui ne sont pas adultes, mais des mots qui sont enfantins et qui arriveront à justement le rassurer et faire en sorte que justement, à la maison, il puisse justement pouvoir s'exprimer et qu'il ne soit pas frustré de ça. Après, il y a plusieurs émotions, il ne faut pas justement que ça soit dans l'extrême, mais si de temps en temps un enfant il arrive et il pleure, il ne faut pas directement s'énerver ou paniquer, c'est justement qu'il en avait besoin et que justement vous êtes là pour le réceptionner, la mère ou le père. Voilà. Et surtout en parler. Merci beaucoup, Eden, pour toutes ces précisions. Alors après, j'ai d'autres questions sur mon parcours universitaire et j'ai un petit peu sur moi parce qu'on m'a posé des questions sur moi, si vous voulez qu'on en parle. Vous êtes d'accord? Bien sûr, bien sûr. Alors, donc pour faire des études, pour devenir psychologue, s'il y a des parents qui veulent se reconvertir ou des enfants adolescents qui souhaitent parvenir à ces études, donc il y a d'abord 3 ans de licence. Donc il y a 3 années à l'université et après il y a les 2 années de master où on doit établir un stage dans plusieurs institutions et qui sont en lien du coup avec la spécialisation que vous avez pu avoir. Donc ça peut être l'enfant, ça peut être l'adulte, il peut avoir plusieurs spécialisations. Moi, j'ai pu faire des stages dans plusieurs structures. J'ai eu la chance de pouvoir vraiment faire plusieurs structures de stage. En licence 3, donc en 3e année de licence, j'ai fait un stage dans une association avec des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est l'autisme. J'ai
j'ai observé, hein, j'ai beaucoup observé tout ce qui est comportement, motricité. Je les aidais justement sur toutes les tâches du quotidien, etc. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Après, j'ai pu aussi faire un stage en psychiatrie à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Donc ça, c'est plutôt dans le service adulte. Donc c'est sur toutes les pathologies adultes, tous les troubles psychiques pathologiques, comme la dépression, les troubles bipolaires, etc. Donc c'était vraiment enrichissant, hein, de pouvoir voir tout ça. Voilà, donc c'était des belles études après aujourd'hui on a la chance de pouvoir travailler dans des écoles. Donc je travaille à l'école aussi Schneor, donc c'est une école à Aubervilliers qui accueille les enfants de n'importe quelle ville et ils peuvent poursuivre leur scolarité de la meilleure des façons. C'est vraiment une école qui est ouverte et qui permet vraiment de pouvoir s'ancrer et avoir les meilleures bases. Voilà. Super, bravo, bravo pour ce parcours professionnel et pour ta générosité de nous offrir tout ça. Merci à On peut vous. vous contacter via Insta. J'ai transmis ton lien. Et puis, si des personnes souhaitent te contacter, avec plaisir, je pourrais transmettre tes coordonnées. D'accord, super. Ah, génial, merci beaucoup Eden. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet si important. Oui, exactement, vraiment, qu'on puisse vraiment combler nos enfants de confiance, d'amour et de protection. Merci à toutes les participantes et si je vais à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt.